Merci. Alors, bonsoir. On va débuter la séance. Je vais vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci pour vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 27 mai. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à publique. Présentation du rapport financier au 31 décembre 2023. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, addenda numéro 1 à la convention d'aide financière avec le MANACH dans le cadre du programme Proxime pour le projet de reconstruction de la caserne du service de sécurité d'incendie de la ville, autorisation de signature. Point numéro 6, législation grecque, aucun point. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du montant de services professionnels pour la réalisation de l'étude géotechnique ainsi que la caractérisation environnementale sur le site, phase 1, et la caractérisation des sols pour le projet de réfection complète des infrastructures d'une portion de la rue de Notre-Dame. 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans et devis pour le projet d'augmentation de la capacité du canal d'alimentation des trains de production de l'usine de filtration. 7.3, octroi du contrat pour la fabrication de la construction de la stèle identitaire à l'entrée de la ville. 7.4, approbation de directives de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, reconstruction de la caserne du service d'incendie. 7.5, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel pour la surveillance supplémentaire pour différents aspects de la reconstruction de la caserne du service de sécurité d'incendie. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, PIA, vue de reconnaître l'autorisation de remplacement de fenêtres et de travaux de restauration de la façade située au 369 rue Notre-Dame. 8.2, PIA, entrée de la ville et des espaces commerciaux, autoriser le reménagement de la terrasse et des travaux de rénovation majeure de la façade avant du bâtiment commercial situé au 240-246 route 138. 8.3, PIA, secteur de l'ensemble historique des écureuils, autoriser les travaux de rénovation de la façade du pavillon des écureuils situé 984 rue Notre-Dame. PIA, Bio-de-la-Colonne, autoriser le remplacement de fenêtres et la réfection partielle du revêtement extérieur du bâtiment situé au 225-233 avenue Jean-Cartier. 8.5, intervention en proximité d'un talus. Autoriser la reconstruction de bâtiments résidentiels dans une bande de protection applicable à la base d'un talus au 804 rue Notre-Dame. 8.6, demande de dérogation mineure numéro 2024-09 au 203-207 rue Notre-Dame. 8.7, demande de dérogation mineure numéro 2024-019 au 326 rue Lortie. 8.8, demande de dérogation mineure numéro 2024-2020 au 300 rue de l'Église. 8.9, demande de dérogation mineure numéro 2024-021 au 542 avenue Jean-Cartier. 8.10, demande de dérogation mineure numéro 2024-022 au 290 avenue Saint-Joseph. Point numéro 9, ressources humaines. Alors, 9.1, embauche des employés étudiants du camp de jour pour la période estivale 2024, moniteur et accompagnateur de camp de jour. 9.2, embauche des employés étudiants du camp de jour pour la période estivale 2024, aide moniteur. 9.3, embauche de préventionniste au service de l'urbanisme pour la période estivale 2024. Et 9.4, embauche d'un étudiant en géomatique pour la période estivale 2024. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, entente de partenariat publicitaire avec la radio Choc FM 88.7 pour une durée de 3 ans. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, félicitations à la table de concertation des amis de Pont-Neuf et à Parcours Jeunesse Emploi Pont-Neuf. 12.2, félicitations à M. Carl Gentil pour l'obtention de ses qualifications en du 44e édition du US Open Senior.
12.3, engagement de la Ville de Donnacona à élaborer un plan de gestion des actifs en eau. Est-ce que vous faites un d'autres à faire? Non, j'ai déjà dit. C'est bon. Alors, point numéro 13, c'est dépôt des documents. 13.1, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur externe au 2023. Au point 2, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2024. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, je suis notre proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation en santé publique. Alors, 3.1, présentation des rapports financiers au 31 décembre 2023. Alors, Mme Isabelle Denis de la ferme Mallette va nous présenter le service comptable professionnel pour nous présenter le rapport financier et le rapport du vérificateur externe de la Ville de Donnacona. Madame Denis. Merci, M. le maire. Bonsoir. D'abord, je voudrais stipuler que, dans le fond, le rapport financier a été présenté pour approbation de façon détaillée avec M. le maire, le directeur général, la trésorière et son adjoint, de façon détaillée et complète. Il y a une deuxième présentation aussi de façon détaillée au comité de travail des élus municipaux. Donc, ce soir, c'est une présentation publique abrégée, rapide, des principaux chiffres pour dépôt au conseil. Donc, on utilise le sommaire d'information financière proposé par le ministère des Affaires municipales. Donc, le premier état financier qu'on va regarder sommairement, c'est l'état des résultats de l'exercice 2023. On est encore en consolidation avec la Régie des matières résiduelles de Portneuf. Donc, on va se concentrer sur les 3 premières colonnes qui sont les chiffres de l'administration municipale. Donc, on a toujours en 3 colonnes. La première colonne étant l'année dernière, la colonne du centre, le budget et l'administration municipale. C'est une question. Oui. C'est une présentation publique. Oui. Ils sont pas les différents. Parce que là, vous donnez le secteur du conseil, je comprendrais. C'est public, on ne voit rien. Tu es la première, deuxième colonne. Ouais, c'est ça, je dois avouer. Habituellement, mais je pense que peut-être Sylvain qui s'occupait de le distribuer à l'écran. Je sais que le format va être disponible en ligne. Oui. Nous, est capable d'avoir le fichier. On ne peut pas vous tarder. Ça arrive que du format papier, ce qu'on a du format papier. Je peux aller en chercher quelques-uns, mais ça va me prendre juste quelques minutes pour aller faire imprimer. Non, moi, je fais des questions. Je ne parle pas au nom de tout le monde. Je parle au nom de l'établissement. Ça va attendre. Ouais, c'est le Je m'avance pas là-dedans. Est-ce qu'il y a membres du conseil, il y a dans le peu. On a là à l'écran, M. Gilbert.
C'est juste un manque d'attitude. M. Germain n'est pas là. C'est pas voulu qu'on ne le présente pas. C'est que Sylvain Germain, c'est lui habituellement qui a l'habitude de le présenter. Il n'est pas ici. Il n'y a personne qui le remplace aussi avec sa même habitude, tout simplement. En tout cas, c'était pas volontaire. Ben non. Ni de la part de la ville, ni de notre part. C'était pas ça. On veut juste s'assurer que je comprenais que c'est pas vraiment la tête. Ah, pardon. Donc, je vais reprendre. Donc, à la première page, dans le fond, c'est la page titre, dans le fond, qui mentionne que c'est le sommaire d'information financière consolidée. On dit consolidé étant donné qu'on a l'obligation de consolider la régie des matières résiduelles de Portneuf dans les chiffres de la ville. À la deuxième page, en format paysage, dans le fond, on a 5 colonnes. Les 2 dernières, on ne parlera pas des chiffres, étant donné que c'est la consolidation qui inclut les chiffres de la régie des matières résiduelles. Donc, la colonne qui nous intéresse, c'est la 3e colonne. La 3e colonne étant les résultats de l'année 2023. La première sont la réalisation de l'année dernière, la deuxième étant le budget. Donc, au niveau des résultats, au niveau des revenus de fonctionnement, l'année dernière, on était à 13 812, je vais arrondir au 1000 près. On a fait un budget à 14 578 000 et au réel, pour l'exercice 2023, on est à 15 513. Au niveau des revenus d'investissement, dans le fond, c'est les revenus spécifiques pour les projets d'investissement. On était à 331 000 l'année dernière. Le budget a prévu 19 068 000 de revenus spécifiques à l'investissement. Et en réalisation de l'année, on était à 6 716 000. Donc, au niveau des revenus totaux de fonctionnement et d'investissement de l'année, on est à 22 230 000. Au niveau des charges, c'est toutes les dépenses de l'exercice. On était à 15 868 000 l'année dernière. Le budget prévoyait un total de dépenses de fonctionnement de 16 219 000. Au réel, dans l'exercice 2023, on est à 16 713 000. Ensuite, on a des lignes d'ajustement pour faire des conciliations fiscales. Je vais descendre à la ligne 10, qui sont des lignes qui nous intéressent parce qu'il y a beaucoup d'ajustements fiscaux qui ne sont pas des dépenses réelles. Donc, à la ligne 10, sur le remboursement de capital de la dette à long terme, on avait prévu 764 000, on en a 583 000 au réel. Au niveau des affectations à la ligne 11, il y a des affectations aux activités d'investissement pour 714 000 en 2023.
On a à la ligne 12 utilisé des excédents accumulés du passé pour 189 000. Puis on a des éléments de consolidation pour 164 000. Ce qui est le plus important, cette page-là, à la troisième colonne, le chiffre du bas, c'est l'excédent de l'exercice, l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 qui s'élève à 1 264 750. C'est le chiffre important de cette page. Et on poursuit à la page suivante, qui est la page 2. Dans le fond, c'est le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2023. Encore là, on va s'attarder seulement à la 12e colonne. La première étant l'exercice 2022, la seconde 2023, les deux dernières étant des chiffres consolidés avec la régie. Donc, au niveau de la première section, les actifs financiers, la Ville avait en 2022 pour 11 552 d'actifs financiers. En 2023, au 31 décembre, on est à 16 644 000 qui se composent principalement des débiteurs, des subventions à recevoir du gouvernement. Dans la section suivante, au niveau des passifs, le total de cette section-là s'élève à 32 478 000 de passifs, comparativement à 26 452 en 2022. Ça se compose principalement de la dette à long terme et dans les autres éléments, dans les comptes à payer et les emprunts temporaires. Dans les actifs non financiers, ceux-ci s'élèvent à 85 510 comparativement à 79 059, composés principalement des immobilisations détenues par la Ville. Dans la section du bas, c'est les excédents accumulés de la Ville. Un élément important à la ligne 15, c'est l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre qui s'élève à 1 479 111. Je répète, 1 479 111 d'excédent de fonctionnement non affecté. À la ligne 16, des excédents de fonctionnement affectés s'élèvent à 290 599. La Ville a aussi des réserves financières et fonds réservés à la ligne 17 pour 21 894. Je vais passer à la ligne 19. La ligne 18 étant tout simplement des écritures de présentation. À la ligne 19, on a du financement des investissements des projets en cours qui sont à 2 903 998. Les autres éléments importants non mentionnés, c'est des ajustements de présentation simplement de fiscalité municipale. Donc, au niveau des excédents accumulés, ça s'élève à 69 673 pour l'année 2023. Ça fait le tour des informations principales du sommaire de la situation financière. À la page suivante, la page 3, dans le fond, c'est le détail des excédents de fonctionnement affectés. On l'avait dit à la page précédente que l'excédent de fonctionnement affecté s'élevait à la ligne 1.1 à 290 599. Les autres chiffres étant les chiffres de la régie. Puis, dans la section du bas, on voit le détail des réserves financières. Dans le fond, la Ville a pour 8 677 de soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé et a pour 13 217 de fonds réservés pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est ce qui compose le solde de réserves financières et fonds réservés de 21 894 qu'on avait vu à la page précédente. À la page 4, le tableau du haut, la ligne qui nous intéresse, c'est la ligne 1. C'est dans le fond le sommaire de l'endettement total net de la Ville. Donc, à la ligne 1, la Ville a un endettement net de 17 533 511. Dans le tableau du centre, le sommaire de l'analyse de la dette à long terme, en fond, ce que ça vient dire, c'est un peu la dette est à la charge de qui? Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce tableau-là est consolidé, donc inclut les chiffres de la régie. Par contre, la ventilation représente bien la part de la municipalité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la ligne 5, la majorité de la dette à long terme est à la charge de l'ensemble des contribuables de la Ville. À la ligne 6, on voit qu'il y a 452 000 à la charge d'une partie des contribuables. Puis, à la ligne 7, on voit qu'il y a une partie de la dette à long terme à la charge du gouvernement du Québec pour 7 562 219. Le gouvernement finance une partie de votre dette. Donc, au total, dans le fond, la dette s'élève à 23 139 100.
Dans le tableau du bas, je ne ferai pas le tour du détail parce que c'est tout simplement la ventilation des revenus qu'on a vu à la page 1. Dans le fond, on venait dire qu'on avait 15 513 total de revenus de l'exercice. Dans le fond, ici, ça vient ventiler les divers types de revenus. Donc, pour la ville, principalement, c'est des revenus de taxation qui composent 10 millions, du 15 millions, dans le fond, de revenus de l'exercice. Puis dans la section du bas, c'est la ventilation, dans le fond, des types de revenus liés à l'investissement. Donc, on voit à la ligne 22 que la majorité du 6 716 000 de revenus liés à l'investissement est composée de transferts, donc de subventions gouvernementales. À la page suivante, encore là, je ne ferai pas le tour détaillé ligne par ligne. C'est encore le même principe que les revenus. Dans le fond, c'est la ventilation des revenus par grande fonction de la ville. Dans le fond, on voit, dans le fond, à la colonne 4, le total de 16 713 000 de dépenses de l'exercice, mais qui, à cet endroit-ci, est ventilé par les différentes fonctions de la ville. C'est le même total. À la ligne 6, le dernier tableau, dans le fond, c'est l'excédent d'investissement de l'exercice. Donc, à la première colonne, c'est l'investissement de l'année 2022. À la deuxième colonne, c'est 2023. Donc, au niveau de l'investissement, à la ligne 1, on a déjà vu qu'il y a des revenus d'investissement pour 6 716 540 dans l'exercice. À la ligne 2, on voit que dans l'exercice 2023, la Ville a investi pour 10 048 000 dans les investissements, dans ses infrastructures. Dans les autres investissements, en fond, c'est pour des terrains destinés à la revente pour 1 900 $. À la ligne 4, au courant de l'exercice, il y a eu du financement à long terme, dans le fond, d'émission de dette à long terme pour 2 317 329 pour financer les investissements. Il y a eu à la ligne 5 l'utilisation de la taxation annuelle des activités de fonctionnement pour 714 674 pour financer l'investissement, puis de l'utilisation d'excédents accumulés passés pour 129 378. Donc, pour l'exercice au niveau de l'investissement, on est à déficit de 172 927, ce qui signifie qu'il y a des projets en cours que le financement va suivre dans l'exercice. C'est normal quand il y a des règlements. Donc, ça fait le tour des principaux états sommairement qu'on présentait ce soir. Au final, dans le fond, c'est que la situation de l'exercice et aussi niveau de la ville est en bonne. Merci. Merci. J'ai des questions, madame, vous êtes disponible. Après le question. Je peux poser une question, oui. Pas de question sur ça. À la période de questions, tu peux pas de situation. Je vous souhaite une bonne fin de conseil. Merci. Merci. Bonne soirée. On va passer à la numéro 4, on va être en période de questions. Alors, s'il y a des questions, vous demandez de lever la main. Et puis, on va aller en ordre. Bon. Ça va être bon. Est-ce qu'il y avait des questions? Il y avait une question qui a été transmise en ligne de M. Jordan Caro, qui est présent. Est-ce que vous voulez que je lise votre courriel ou vous voulez intervenir tout de suite? C'est comme vous voulez. Là, je peux lire votre courriel ou vous pouvez intervenir aussi. Okay. Donc, le courriel, c'est celle qui est transmis par M. Caro. Ça concerne le point de l'ordre du jour, c'est exactement 8.6 à la demande de dérogation mineure au 203-207 rue Notre-Dame. Donc, M. Caro aimerait savoir pourquoi sa demande de dérogation mineure a été refusée. Donc, en fait,
pas encore refusé, là, c'est ce soir que ça le décide. Donc, le loyer résidentiel n'a aucun accès à la rue Notre-Dame. Il respecte majoritairement les conditions rencontrées par le CCI. On parle seulement de déplacer la division d'un mur d'environ 2 pieds par 25 pieds. Ça ne cause aucun préjudice et à aucun autre propriétaire de canard. En revanche, cela me pose préjudice car il y a une immeuble hors norme. C'est donc impossible d'arriver à quelque chose qui fait du sens sans une dérogation mineure qui est seulement de 6 %. Je ne peux pas effectuer ces travaux. Si je ne peux pas effectuer ces travaux, pardon, je ne serai pas en mesure d'offrir un loyer résidentiel de qualité pour attirer un locataire résidentiel de qualité. Le fait d'avoir un loyer résidentiel va me permettre de diminuer les superficies commerciales pour répondre à un besoin commercial dans le bas de la ville. J'ai présentement des locataires commerciaux qui seraient intéressés à prendre possession des locaux sur une nouvelle superficie proposée. La ville gagne aussi un loyer résidentiel en pleine pénurie de logements. La démarche est donc dans un esprit de collaboration, de coopération, de collaboration avec la ville, que je pense que nous avons tous les deux à cœur la dynamisation du vieux Tonacana. Je ne sais pas si vous vouliez ma chérie. Oui, le 12 à la prochaine du temps. Je suis bravo. La première fois que je fais ça, même devant le micro, je pense. Juste pour juste pour présenter, parce qu'on est enregistré de cette heure, on peut le voir sur Internet. Oui. OK. Parfait. Puis je ne sais pas, je sais que j'avais transmis un plan de rénovation. Je ne sais pas si. On a pris connaissance. Ah, que vous l'avez tout consulté, parfait. Mais dans le fond, pour faire court, je tiens à préciser, je le répète, que je suis ici dans un esprit de coopération et de collaboration avec la ville. J'ai déjà travaillé avec le CCU et la ville pour la rénovation extérieure de cet immeuble. Puis on s'était conformé à toutes les demandes à ce moment-là. Je ne suis donc pas un revendicateur. Je souhaite seulement, d'ailleurs, comme vous, dynamiser le bas de la ville à Donnacona. Par contre, pour cette demande, je ne comprends pas du tout pourquoi le CCU n'autorise pas cet investissement pour une dérogation mineure de seulement 6 % pour un immeuble qui est complètement hors norme. Mon immeuble, il fait le coin de la rue, puis il est vraiment difficile à aménager. Suite à ma première demande au CCU, qui a été refusée, j'ai fait modifier les plans pour enlever la vue sur la rue Notre-Dame et minimiser l'impact au maximum du côté commercial. Ma gestionnaire d'immeuble a été présente à chacune des rencontres de dynamisation du lieu Donnacona. C'est un projet auquel on croit et qu'on veut participer. Le but du projet est seulement d'offrir un loyer résidentiel de qualité pour aller chercher un locataire résidentiel de qualité. De plus, la nouvelle disposition des loyers commerciaux répond à un besoin commercial dans le bas de la ville. J'ai déjà essayé de travailler le dossier pour aller recruter des locataires commerciaux qui semblaient avoir un intérêt à ce niveau-là. Comme je disais, ça ne cause aucun préjudice à aucun autre résident de Donnacona, mais moi, ça me permet d'investir sur l'immeuble pour créer de la vie, de dynamiser cette section-là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a une pénurie de loyers et un centre-ville de moins en moins achalandé. Cela ne fait aucun sens de bloquer un projet d'investissement dans le bas de la ville. Je pense qu'on devrait même en faire la promotion. Je ne suis pas un amateur dans l'investissement immobilier et croyez-moi, on a géré ce projet de manière très professionnelle. Ce que nous proposons est ce qui convient le mieux tant au résidentiel qu'au commercial. En terminant, même si le CCU s'est opposé par 2 fois à ma demande d'investissement et de dynamisation du bas de la ville, je tiens à rappeler que c'est le conseil municipal qui détient le pouvoir de m'accorder la dérogation mineure dont j'ai besoin pour faire un pas de plus dans la dynamisation du lieu de Donnacona. Et Vous avez bien dit la dernière partie. Là. Ce soir, on décide si on reçoit votre demande de dérogation mineure. Parfait. OK. Et en discuter, on attend le temps directement. Oui. Moi, OK. Moi, je vais aller direct. Là. Moi, je vais demander au conseil ceux qui sont contre de recevoir votre dérogation mineure. Moi, si vous me permettez, je travaille sous la présidente du CCU. La raison pour laquelle, d'abord, d'ailleurs, ça aurait été peut-être pertinent si vous étiez venu au CCU pour présenter votre projet et expliquer que vous avez le droit de faire ça. Parce que nous, on traite avec ce qu'on a comme information. On n'avait pas de plan. Vous avez indiqué que l'immeuble n'était pas conforme, le plan n'était pas conforme. Conforme par rapport à quoi? Par rapport
Voir la construction ou... Non, ben, premièrement, moi, on m'avait dit à la ville que je ne pouvais pas me présenter, puis chrono, c'est sûr que ça m'aurait fait plaisir d'y aller. Je pense que ça aurait été plus simple aussi. Mais pas conforme, vite de même, ça m'indique rien. Dans le message que vous m'avez envoyé, Ouais. là. Vous dites que l'immeuble n'est pas conforme. Ah, ok, ben pas conforme. Peut-être c'est un mauvais terme de ma part, là, mais c'est sûr. Que son Oui, c'est ça, sa exact. forme est différente. Ouais, mais tu sais, on suit des maisons de même à ce temps-là. Ensuite, au niveau de la dérogation, la réglementation qui permet de séparer un rez-de-chaussée au centre-ville entre du commercial et du résidentiel, ça a été, ce règlement-là, il a été mis en place il y a quelques années. Puis, il est lui-même une dérogation au règlement en place. Parce que c'est supposé être que du commercial au rez-de-chaussée. C'est évidemment ce qu'on favorise parce que d'ici 10 ans, vous savez, vous achetez des édifices un peu partout dans le département, vous savez qu'il va y avoir une densification de la section probablement du centre-ville, avec ce qui s'en vient, le développement qui s'en vient également. Sur le site de l'ancienne usine, on sait très bien que ça va prendre du commercial. Au niveau du résidentiel, des logements non occupés, je pense qu'il y en a encore au centre-ville. Je pense qu'on n'est pas en pénurie de logements ici. Fait que je peux juste vous parler des discussions qu'il y a eu qui nous ont mené à prendre cette décision-là. La première, il y avait aussi dans le plan, au niveau des installations sanitaires, dans la partie de gauche, on n'en voyait pas. Ah, c'est juste qu'il n'y a pas dessiné, mais déjà. Il y a des installations sanitaires, exactement. parce qu'on les a pas Okay. on n'en voyait que dans la partie droite. Ouais. Puis le logement, c'est vraiment très, très minuscule. Je sais que vous voulez attirer une clientèle de qualité, mais c'est quand même vraiment très, très petit. Puis il y a de l'expérience aussi, là, il y a un édifice, un rez-de-chaussée commercial au centre-ville. Il y a emménagé, dans lequel il a emménagé un petit appartement, puis c'est tellement pas, il n'est pas gros. J'avais été une fois, puis la personne est restée là longtemps. Puis c'est très, très petit. Fait voilà, c'est des discussions en gros qu'il y a eu dans. Ben, je suis content d'avoir les explications de ça, parce que quand on m'a transmis le fait que ça avait été refusé, ça m'avait seulement été mentionné que la délibération n'avait pas été longue. Ça m'avait été venu me chercher un peu aussi, je le dirais, là, quand j'avais ça. Puis je ne comprenais pas pourquoi, que je me disais, il y a des humains qui. Tu sais, je propose d'investir dans le bas de la ville, de mettre de mon argent. Ah non, c'est ça. Puis je sais, vous n'êtes pas là pour non plus, je vais mes poches, je le comprends, tu sais, mais c'est correct. Mais tu sais, je me disais, la seule manière de finir par dynamiser ça, il va falloir que, tu sais, le fait d'avoir du résidentiel permet de subventionner un peu mon commercial pour pouvoir attirer une clientèle, tu sais, ça me permet de faire une petite promotion. Puis le loyer, ben, tu sais, oui, il est petit, mais il est très bien fonctionnel, tu sais, ça a été bien fait par un designer, puis un architecte en plan, puis ça fait un beau 3,5 quand même, tu sais, un beau loft. Puis tout est là. En bas de ça, je pense que c'est le petit 6% que je demande, c'est vraiment lui qui me permet d'avoir de quoi de fonctionnel. Si je ne mets pas ce 6%-là, je vais tomber exactement avec l'exemple que vous me parlez, tu sais, que peut-être que je n'avais pas de quoi de fonctionnel et d'attirant, puis on va retomber dans cette roue-là. Fait que là, je tombe dans une roue de pas d'investissement, pas de locataire, des loyers à louer, puis même si ça se densifie dans le bas de la ville de Donnacona, présentement, les loyers ne seraient pas attirants. Tu sais, j'avais jamais un Tim Hortons là, dans mes loyers commerciaux. Présentement, ce que je recherche, c'est des bureaux professionnels, un courtier immobilier, un notaire ou de quoi que les gens viennent, mais qui n'attirent pas une foule d'un avec la problématique un peu du parking à cet endroit-là. Tu sais, on est limité, tu sais, on est limité, puis. Fait que c'est ça, tu sais. Et c'est pour installer votre bureau? Pardon? C'est pour installer votre bureau? Non, dans le fond, à gauche, c'est pour plus la gestion immobilière. Dans le centre, là, ça serait comme le résidentiel, puis à droite, ça serait, ben, présentement, ça serait, on regarde pour un courtier immobilier. C'est qui pourrait mettre ce bureau-là. Puis dans chaque, c'est ça, j'ai essayé de vendre l'idée, tu sais, dans chaque centre-ville, que les gens marchent. Peu importe dans où, il y a tout le temps un courtier qui a des belles affiches de ses propriétaires à vendre, puis ça dynamise, les gens arrêtent, ils montent en dedans. Ça serait le genre de locataire que. Puis tu sais, même,
je l'avais dit, je devrais mettre conditionnel l'obtention du permis de rénovation à la présentation d'un bail commercial, sinon, tu sais, pour essayer de mettre. D'abord que du commercial. C'est presque impossible de la manière que l'immeuble est configuré, puis avec comment je peux dire, avec la compétition, peut-être, tu sais, avec l'offre que présentement sur le marché, dans le bas de la ville, au niveau des locales commerciales. Et on a beaucoup qui sont arrivés. Énormément. Et M. Caro, j'ai une question. Je sais que vous avez présenté un qui est à 53%. Oui. Un autre à 46%. Oui. Et un autre à 43%. Et, ça devait ressembler à ça. Celle à ma 43, et je ne prends pas la décision finale. Je comprends. Puis la seule chose du 43, c'est que ça, c'était dans mon plan initial, sauf que la problématique, c'est qu'il donnait accès à la rue Notre-Dame avec la vitrine. C'est pour ça qu'on était retourné sur la planche à dessin pour essayer de dispatcher. Mais là, automatiquement, on tombait avec un 6%. Puis ça, c'était ça qui m'a été mentionné dans le courriel, c'est qu'il disait que le CCE ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait refusé un 3%, pourquoi il acceptait un 6%. Mais c'est que le point majeur était qu'on n'avait plus la vitrine sur la rue principale. Puis ça, je l'ai tout de suite. Ça ne m'avait pas été mentionné, cette information-là. Puis je sais, c'était de ma faute. J'aurais dû faire peut-être, je ne sais pas où l'avoir l'information, mais l'avoir. Puis après ça, pas présenter ce plan-là. Mais quand l'information m'a été dite, j'ai dit, ça a bien du sens, c'est logique, il ne faut pas mettre de loyer résidentiel sur la rue Notre-Dame, puis je le comprends totalement. Fait que là, j'ai replanché ces plans, on a fait plein de scénarios, les meilleurs possibles, puis c'est là qu'on est arrivé avec celui-là. Mais je sais que je dépense de 6%. Mais comme je disais, c'est une division qu'on vient quasiment de tasser, c'est l'équivalent de 2 pieds par 25 pieds. Là. Je ne trouve pas ça si pire que ça. OK. Je ne vais pas poser ma question. Oui, mais tout d'autres qui ont apporté la question, on va demander le support. Est-ce que, Mme Millet, vous avez vu cette information-là au CCI, quand vous avez pris? À quelle information? Bien, je les informe de. Mais pas de tasser le mur. De tasser, il s'agissait de tasser le mur de pied, parce qu'on n'a pas eu ça. Mais sinon, le reste, là, on a dit. Moi, je disais ça. Je me demande si on pourrait pas reporter le point, puis que monsieur ait en discuté directement avec le CCU pour se prononcer sur le carrière. Ben, moi, je pense qu'on devrait accepter de recevoir l'interrogation mineure, puis après ça, il pourra aller travailler. Ben, sans prendre une décision. je ne peux pas vous influencer dans le poids. Je pense que tout le monde veut dire la même chose aussi. Oui, C'est ça. Pour être sûr que tout le monde a la même information en même temps, là, finalement. Puis moi, je suis très à l'aise, c'est ça, je veux juste que c'était marqué mettre l'épaule à la roue. Je veux le faire, tu sais. Je veux juste que le monde la fasse avec moi aussi. C'est vraiment juste ça. C'est un bon mandat, M. Corbeau. Regardez, M. Corbeau, on va accepter de recevoir l'interrogation. OK, parfait, merci. Je pense que de cette façon, on va avoir plus d'informations encore. Il va y avoir une. Donc, le processus formel, c'est que nous, on va faire un avis public, donc un avis public de consultation, c'est obligatoire en vertu de la loi sur l'aménagement urbain. Donc, ce soir, le rejeter votre dérogation d'emblée, le conseil la reçoit. Nous, on fait le processus légal, donc avis public, assemblée publique qui va se tenir à la deuxième séance de juin. De mémoire, c'est le 25 30. Et là, à ce moment-là, cette date-là, le conseil va trancher. Le 25 juin. OK, ça va. C'était parfait. Je ne fallait pas demander mieux. Merci pour tout. Merci de votre temps. Puis merci encore une fois. Plaisir. Merci. Monsieur Barbeau. Mon nom, c'est Jean-Guy Barbeau. Premièrement, il y a eu des recommandations qui ont été de madame présentée là, ce soir, là, le rapport financier. Est-ce qu'elle a émis des recommandations pour la ville? Non, elle a dit seulement que la ville est en bonne santé de la façon qu'on fonctionnait, c'était correct. On était juste. On n'a pas fait de recommandations. Non. Parce qu'ils font des recommandations, normalement, c'est en difficulté. La dette. Là, on s'est rendu, premièrement, c'est marqué
excédent accumulé effectué au remboursement de la dette, le même montant en 2022 et 2023, 15 037 $. C'est quoi ça? Pourquoi c'est le même montant, premièrement? Oui. Nos assiettes, madame. Oui, premier qui sont. Dans le cas du principe, ça va être assez réglé rapidement, c'est que ça correspond à la régie. Tout simplement, ça ne touche pas la ville. C'est la consolidée, c'est la régie des déchets. Donc, c'est un montant qui est affecté sûrement vers d'autres plusieurs. Ah, oui, je te remercie. Je suis habituée. OK. Donc, je reprends. Dans le cas du ligne 4, le 15 037, c'est un chiffre qui provient de la régie. Donc, ça provient de notre consolidé avec la régie. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est de la ville vraiment, mais ça, on n'a pas le choix de le consolider. Mais ça doit être un élément qu'ils ont, eux, affecté pour payer la dette éventuellement. C'est le même montant en 2022 et 2023. Oui, mais dans certains cas, je vous expliquerai qu'on ne peut pas rembourser la dette comme on veut. Des fois, c'est juste lorsque c'est refinancé pour 5 ans, donc le chiffre peut rester là longtemps. Okay. La dette nette, en fait. Oui, il y a deux pour le montant à la charge de l'ensemble des contribuables, puis il y a un montant pour à la charge d'une partie des contribuables. Oui. Partie des contribuables, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les taxes de secteur. Il n'y en a pas beaucoup à la ville ici, mais il y en a quand même. Donc, c'est, par exemple, une rue, il y a une partie mettons, des travaux qui étaient faits sur cette rue-là, que c'est les citoyens de la rue qui doivent, par exemple, payer la dette. Donc, c'est pour ça que dans la dette totale, vous avez un montant qui correspond à une partie des contribuables au secteur. Ça, quand Comme sur la rue Royer Saint-Joseph, les travaux ont été effectués terminés cette année. C'est une taxe de secteur. lors du dépôt du budget, maintenant, de 2023, 2024, là, nous avons parlé de la dette totale puis de la dette nette. Là, disons, ça, en fin de compte, c'est les deux montants qui, quand présenter le budget, c'est le montant total, je veux dire, la charge de la partie des contribuables puis de l'ensemble des contribuables, c'est ça? Oui, bien, juste pour qu'on se comprenne bien, quand on parle de la dette nette, souvent, c'est qu'on enlève la partie qui est subventionnée. Oui, c'est ça. On vient donner un peu l'effet que la ville a vraiment. Quand on parle bien sûr au budget, des remboursements et tout ça, bien évidemment, là, c'est la dette au complet. C'est pour ça que vous avez les deux présentations ici. En fait, là, c'est le total des deux montants quand on présentait le budget de l'année. Pas sûr de comprendre la question. Bien, dans le budget, ce qui va être reflété, mais c'est parce que vous comprenez que les chiffres, il y en a en plus, en moins, là. Mais dans les faits, ce qui est important, c'est qu'au budget, bien évidemment, ce qu'on calcule, c'est la partie que la ville paye. Donc, c'est à l'ensemble et au secteur. Parce que même si on a une dette au livre de 23 millions ici, dans les faits, les citoyens de la ville de Donnacona payent la dette moins la partie que le gouvernement nous rembourse en subvention pour ça. Donc, c'est rendu à 15 561 856 ça, 31 décembre 2023. Il faut juste me dire, le chiffre, je ne le vois pas, il est à quel. Non, mais moi, j'ai additionné les deux montants, en fin de compte, de 15 millions 100 000 puis le 452 000. Là. Oui, bien, c'est pas tout à fait ça, parce que dans ce cas-ci, il est consolidé. Mais effectivement, il y a un petit montant qui doit venir de la régie dans ça. Ouais, il est quand même à la charge. Oui, vous pourriez le voir comme ça. Quand vous présentez le budget de l'année courante, disons, quand vous dites que la dette nette est de, mettons, 15 millions, ben là, ça va être 15 millions 561 000, au mois de décembre, c'est ce montant-là qui va apparaître aux années 2023. D'accord? Oui, mais il y a toujours des ajustements. Le calcul de la dette nette est quand même particulier avec beaucoup d'ajustements. Mais globalement, le gros du chiffre, ça va être ça. Donc, moi, qu'est-ce qu'il y a en est contre la dette, là, en fin de compte, là, il y a plusieurs façons de voir ça. Mettons, à Saint-Raymond, les autres, ils disent que, mettons, c'est tant de montant par porte.
mettons, 650 par mois. À Pont-Rouge, eux autres, ils disent la population doit, mettons, 2 par 100 d'évaluation. Dans des grosses villes comme Québec, mettons, puis même Lévis, l'autre, ils vont dire, mettons, c'est un pourcentage versus le budget. Donc, en ce moment, on est à 100% du budget. La dette représente 100% du budget. Si vous suivez. Oui, vous voulez dire, genre, oui, moi, je trouve que ça commence à être inquiétant. Non, ça, c'est mon opinion, là, je crois pas, non. C'est quand même très bien. Là. Normalement, nous, quand que la dette, même qu'on un petit peu plus, c'est correct aussi. Là. On n'est pas dans une situation, je pense que la dette est très bien, quand même très bien contrôlée. Parce que lors de la dernière assemblée, là, vous avez parlé de la politique de gestion de la dette à long terme et des modifications qui ont été apportées. C'est quoi ces modifications-là? Il n'y avait pas grand-chose. Dans le fond, c'était plus dans la présentation. C'est que le calcul était fait souvent consolidé. Puis, oui, c'est vrai que la ville détient une partie de la régie, mais on a, comment je peux dire, c'est difficile pour la ville de venir jouer sur le chiffre de la régie pour venir améliorer sa situation. On est un peu dépendant de la régie pour ça. Fait que moi, j'ai préféré présenter les chiffres non consolidés. Donc, oui, j'ai modifié un petit peu les calculs, mais il n'y avait pas, il n'y avait rien de majeur dans les changements. C'était vraiment plus pour enlever le consolidé surtout. Parce que historiquement, mettons, dans le budget de fonctionnement de la ville de Nagana, c'était à peu près entre 8 et 10 qui allait, mettons, pour le remboursement de la dette, les intérêts et le remboursement de la dette. Là, le dernier budget, on était rendu à 12,09 Donc, puis là, je trouve que ça commence à être élevé. Parce qu'une ville comme Cap-Santé, les autres sont à 17,2 c'est ça leur problème, c'est la dette, par contre. Puis avec les taux d'intérêt, ils sont seulement en 2024, 75 de plus pour les taux d'intérêt ont augmenté. Ça coûte 75 de plus en intérêt pour rembourser la dette. Merci, M. Barbeau, pour passer à une question. Oui. M. Gilbert, retour. Bonsoir. Premièrement, je vous dis que je suis déçu qu'on n'ait pas eu l'occasion de parler à ceux qui ont fait l'audit de la ville. Alors, j'ai tout à fait confiance en votre trésorière, c'est pas ça la question. Mais disons, c'est une assemblée publique où on présente le bilan financier. On engage une firme pour faire des études, parce que je suis convaincu que dans Donnacona, il n'y a aucun problème d'honnêteté. Je suis convaincu que les chiffres sont très bons. Mais c'est une séance publique, on le présente et on engage quelqu'un pour le faire. Moi, au niveau de transparence, là, je mets en question la transparence de la ville versus les finances. Parce que on aurait pu poser des questions si, par exemple, il y avait eu des situations problématiques. C'est clair que si on pose la question à l'interne, on va avoir les mêmes réponses. Je m'imagine que la firme a présenté au conseil quelque chose. Ce n'est pas nouveau ce soir. Le conseil a pu poser des questions, les conseillers ont pu poser des questions. On ne sait pas ce qui a intéressé les conseillers dans le rapport du comptable. Et la personne, quand elle l'a présenté, on dit, vous avez dit, pas de question, on pose des questions.
C'est ce C'est que pas ça vous qu'elle avez. dit. La période de questions était tout de Sur suite la après. période. Vous ne pas empêché de poser des questions. Si vous aviez voulu poser des questions à la dame de Navette qui était là, peut-être que vous auriez juste dit, c'est à elle qu'on veut poser des questions. C'est juste un malentendu. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de voilé. Il fallait. J'en doute pas. J'ai aucun doute. Mais vous en doutez, Ça arrive toujours qu'on nous blâmer. mais vous en doutez pas, M. Gilbert, vous nous dites. Je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai blâmé? Ben, c'est toujours sous-entendu. Mais enfin, mais c'était pas, quand il vous a dit que vous ne pouviez pas poser de questions, c'est pas les mots qu'il a utilisés, c'était de dire que tout de suite après venait le point de la période de questions. Et vous avez dit clairement que vous doutez de la transparence de la ville, M. Gilbert. Ben, parce que vous n'avez pas accepté qu'on pose des questions à la ferme Mallet. Oh mon Dieu, vous êtes pointu. Monsieur le maire, vous avez dit oui, c'est possible. La dame elle est restée là. Ouais. Par contre, la période de questions, tout de suite après, c'était pour les questions autres que par les présentations. Tout à fait. C'est tout simplement ça. Mais je pense que c'est effectivement juste un malentendu, le rendu là. Mais c'était pas qu'on l'a gardé en chasse gardée, puis c'était impossible de lui parler. Là. Je vous répète que je ne prétends pas qu'il y a quelque chose de pas correct. Je fais à 200% confiance à votre directrice des finances. C'est ça, votre à 200% confiance. Votre point étant lequel, dans ce cas-là, si vous lui faites confiance? Ben oui, mais la confiance, c'est pas aveugle. Mais quel est votre point à ce moment-là, ce soir-là? Bon, une question que je voulais poser, que je pose à madame aussi, ou à qui voudrait y répondre. Est-ce que si je regardais le budget tel qu'il a été adopté pour 2023 et qu'on comparait ici les chiffres, on dit avec le budget de 2023, je trouverais les mêmes chiffres. Oui. Donc, quand pendant l'année, on fait comme des transferts, ça ne vient pas modifier le budget. Non. Exemple, il y a eu, on a puisé dans les surplus pour des projets, ça ne vient pas s'ajouter au budget. Et donc, c'est exactement les chiffres qu'il y avait au budget. Deuxième question, vous allez me reconnaître, sous-entendu. Mais là, j'aime pas beaucoup que vous mettiez en doute que ce n'est pas honnête ce que je fais comme question. Non, Pas... les questions sont honnêtes. Non, les questions sont honnêtes, M. Gilbert. Dites que j'ai des sous-entendus, qu'il y a quelque chose en arrière que je veux présenter. Et je vous assure, là, j'ai aucune ambition politique. Aucune. Ah, mais vous n'avez le droit d'en avoir. J'en ai pas. J'en ai pas. On a dit J'en ai pas. il n'y en a pas. Je ne parle pas de la relève à 81 ans. Là. Donc, l'autre question. C'est ça. Quand il y a une sorte de relève. Question. Probablement, c'est dans les chiffres. Là. Le surplus au 31 décembre, il est de combien? Je sais que dans les chiffres, ça passe vite. Donc, vous allez retrouver à la page 1, à la ligne 15, 1 264 750. Ça, c'est pas le surplus de l'année. C'est le surplus de l'année. Le surplus de l'année comprend le surplus des années antérieures. Non, c'est le surplus de l'année. Il se rajoute au surplus des années antérieures. Le surplus d'opération de l'année 2023 est de au-dessus d'1 million. Oui. Et le surplus antérieur était aussi aux alentours d'1 million. Vous m'avez répondu 1 million quelques. Non, il n'était pas d'1 million, le surplus. On n'accumule pas les millions. Là. Le surplus total est 1 400 000. C'est pas, on n'a pas, cette année, on n'a pas fait 1 400 000, l'année passée, on a fait 1 million, puis l'autre année. C'est pas un cumulatif, là. Le surplus de l'année 2023, le surplus d'opération de l'année 2023, il est d'1 200 quelques mille. Donc, le surplus antérieur était de 200 quelques mille. Oui, il n'était pas.
403 000. Et dans les résolutions du Conseil, on a plusieurs à un moment donné 450 000 dans le surplus, sans savoir que ce n'était pas le surplus, un surplus hypothétique pour des règlements d'emprunt. Et on le savait à ce moment-là, parce que même si moi, je vous présente les données aujourd'hui, on s'entend qu'au 31 décembre, j'ai quand même une très bonne idée de comment va finir l'année. Donc, oui, moi, je savais le surplus, à combien il était, parce que je comprends que vous le voyez aujourd'hui, mais n'empêche qu'au 1er, même si le rapport financier est déposé plus tard, au 1er janvier, on a quand même les surplus de l'année 2023 qui s'ajoutent. Qu'est-ce qui explique un tel surplus d'1 200 000 pour l'année? Je ne vais pas aller dans tous les détails, là, parce que là, c'est pas. Non, parce que normalement, ça s'explique assez facilement. Dans le fond, il y a eu des ventes de terrain. Ça, normalement, ce n'est pas budgété et c'est correct de ne pas les budgéter. Donc, on a 363 000 pour les ventes de terrain. On a eu plus de permis dû à Microsoft. Le pacte est de 223 000. 20 000, on a sauvé sur les assurances collectives. Oui, c'est ça. On a sauvé sur les assurances. Ensuite, les salaires aussi, 332 000. Ça, il y a toutes sortes de situations cette année qui a fait qu'on a sauvé les salaires. Ensuite de ça, on a eu plus d'intérêt, du haut taux d'intérêt. Et puis ensuite de ça, le reste, c'est plusieurs petites variations, mais quand on fait le total, on arrive à 264 000. Donc, le gros, c'est vraiment les ventes de terrain, le permis dû à Microsoft, puis des économies qu'on a réussi à faire dans l'année sur les salaires et les assurances. OK, d'accord, on reviendra au prochain budget, c'est pas lui, ça. Oui, excusez. Ça devrait être un peu plus léger que M. Gilbert, je l'espère. Oui. Je me présente, David Marcotte, 290 Saint-Joseph à Talent. Oui. J'ai besoin un peu plus loin pour une interrogation qui est positive, là. L'alignement, donc je vous remercie. Laquelle, hein, que vous me rappelez? C'est la deuxième abri que vous voulez faire, c'est ça? Exact. Une maison de bigénération. Okay, bon. Et puis, on a un spa, des parents que j'utilise. L'abri est en plastique à la fin de durée de vie. Donc, on refait un abri par-dessus le spa et en même temps, je fais un petit toit pour le coin barbecue. La raison de ça, c'est que j'ai un métier qui me porte à être beaucoup dehors. Et la nature me remercie avec des cellules que je dois faire traiter à l'occasion, déjà 2 fois depuis 8 ans à Montréal pour des cellules précancéreuses. Donc, on essaie les week-ends d'avoir la vie du soleil. La semaine, on comprend qu'on met de la crème 60 à tout bout de champ, mais quand on veut un barbecue 15 minutes, on n'en met pas. Le pourquoi de ma présence, c'est que l'autorisation, je ne sais pas comment on appelle ça, est conditionnelle à ce que je retire un abri en toile. La personne qui est venue, je pense qu'elle a pris le match d'ailleurs, c'est ça que disait mon entrepreneur, elle a pris le match, puis je suis allé sur place. La personne au début pensait que j'étais en tort pour retirer un abri d'hiver. Alors que je venais juste de faire poser mon abri d'été, qui est un auvent, qui me permet d'avoir un endroit pour travailler dehors, pour m'entretenir, pour laver, pour le quotidien. Et donc, je crois que la personne a pris une décision. Vous me corrigerez selon l'article 7.2.7. Il peut y avoir une seule construction de type gloriette par terrain. Je pense que c'est l'endroit où c'est pour ça qu'il me dit qu'il approuve mon point barbecue, mais conditionnel à l'enlèvement de mon. Sauf qu'il y a une suite à cette phrase-là, à 7.2.7, excluant les structures temporaires démontables.
Moi, c'est un abri que je fais installer en deux et que je fais enlever à la fin septembre. C'est temporaire. Comme le CCU, on n'était pas au courant de. Monsieur Alain, mon entrepreneur, l'a mentionné à monsieur. Parce qu'au début, quand il est passé, il pensait que j'avais dépassé la date pour enlever mon abri d'hiver. Et là, monsieur Jean-Philippe Alain a précisé à la personne que je ne connais pas. Mais non, les abris d'hiver ont été enlevés. Et puis, moi, c'est ouvert mon rouge, je viens d'enlever mon abri d'hiver. Puis, 3 semaines après, 4 semaines après, il vient d'installer un ouvert pour l'été. Un ouvert qui me permet d'être dehors, faire de l'entretien, du ménage, puis n'importe quoi, être à l'abri. Donc, c'était ça, là, une incompréhension de sa part, que c'est un abri démontable. Là, qui ne vient pas. Parce que je le dis, c'est pas mentionné, là, la partie démontable. De votre dossier, là. Pour nous, c'était permanent, l'information qu'on avait eue aussi. Mais encore, ça arrive des problèmes de communication. Mais de toute façon, je me souviens bien, c'est pas en public. En dessous, comme le dossier tantôt, là, ce soir, le Conseil ne fait que recevoir la demande de dérogation mineure. Il y a une assemblée publique de consultation qui est nécessaire, puis un avis public en vertu de l'avis. Donc, ce soir, là, le Conseil reçoit la demande, fixe l'assemblée publique au 25 juin. Le Conseil va en même temps nos explications sur ça. Parce que dans la résolution, je crois, qui a été transmise à l'entrepreneur, il y a la résolution qui est conditionnelle et en bas, c'est vraiment écrit. Effectivement, ce que vous avez, c'est la recommandation du CCI. Oui, mais c'est marqué, tu comprendras donc, excusez-moi, mais c'est écrit comme ça, tu comprendras donc que la demande fait l'objet d'une recommandation favorable et conditionnelle. Si M. Marcotte n'est pas d'accord avec la recommandation, il peut se présenter au Conseil du 27 mai 19h de telle ville. Oui, mais là, c'est comme Benjamin a expliqué. Là, ce soir, on accepte de recevoir votre dérogation mineure. Et puis, on prend la décision finale le 25 juin prochain. OK. Lors de l'Assemblée publique, ils vont avoir lieu demain. Que je dois être présent le 25 juin, ou mal rencontrant, si vous avez vu, vous avez là pour votre présentation au Conseil. Il y aura peut-être une validation qu'on fera avec les services d'urbanisme entourant l'aspect de temporaire ou pas. S'il y avait l'information ou pas, on le validera. Puis à la limite, il communiquera avec. Dans les faits, vous aurez déjà fait vos représentations au Conseil. Ce soir, comme je dis, nous, après le processus en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, on doit absolument faire un avis public, faire une assemblée publique de consultation, puis un délai de 15 jours entre l'avis public. C'est la date du 25 juin. Et ce soir, le Conseil. Il y a une recommandation du CCU, mais le Conseil, c'est ça, va l'amende, puis il fixe l'Assemblée publique de consultation. Moi, je vais écrire, je parlais à mes collègues du CCU aussi pour l'aspect temporaire. Absolument. Voilà. C'est noté, M. Marcotte. C'est noté? Oui. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. La période de questions finie. Oui, voilà la deuxième période de questions. Alors, c'est complète la première période de questions. Point numéro 5, administration. Merci, Mme. Alors, 5.1. Addendum numéro 1 à la Convention d'aide financière de la marche dans le cadre du programme FACSIM pour le projet de reconstruction de la caserne du service de sécurité d'incendie de la ville, autorisation de signature. Alors, considérant que le projet de la ville a procédé à la démolition et à la reconstruction de la caserne de service d'incendie, considérant que la résolution numéro 2022-06-222, par laquelle le Conseil municipal a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, soit le PRACTIM, du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, soit le MANACH. Concernant la réception de 14 juin 2023 de la lettre de la ministre des Affaires municipales qui confirme l'aide financière pour ce projet, considérant que la réception le 14 juillet 2023, la convention d'aide financière entre le MANACH et la ville dans le cadre du volet 1 du PACSIM. Considérant la résolution 2023-08-267, autorisant la maire à signer au nom de la ville de Donnacona la convention d'aide financière dans le cadre de ce projet. Considérant que la réception du 14 mai 2024
du manage de l'addendum numéro 1 à cette convention d'aide financière, alors la résolution, et que le conseil municipal approuve l'addendum numéro 1 de la convention d'aide financière entre le MAMACH et la ville dans le cadre du volet 1 du programme Praxine pour le projet de construction de la caserne du service de sécurité d'incendie de la ville de Donnacona. Et le conseil municipal notarise moi-même, le maire, a signé au nom de la ville cette convention d'aide financière. Alors, je vous donne une proposition. Je propose. Je vais partager. Un contre. Ceci complète point numéro 5, point numéro 6, législation ne fait aucun point. Alors, nous allons passer au point numéro 7, gestion contractuelle. Les 5 prochains points vont être expliqués par le directeur général adjoint, Maître Gignac. Alors, 7.1, on va souvent avoir le 7 000 par contre. J'ai comme 3 tâches en même temps. Pour l'écran. Oui, je sais. C'est ça. J'enregistre aussi, puis je fais la séance. On va rester M. Germain qui s'occupe de cette tâche. On s'en remet. Parfait. Alors, 7.1, octroi du mandat de service professionnel pour la réalisation de l'étude géotechnique ainsi que la caractérisation environnementale du site, phase 1, et la caractérisation des sols pour le projet perfection complète des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame, Maître Gignac. Constant que la ville doit procéder à la réflexion complète des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique et de la caractérisation environnementale des sites de phase 1, ainsi que la caractérisation des sols. Donc, il y a 5 propositions qui ont été reçues de fournisseurs en vertu du règlement de 578 sur la gestion contractuelle de la ville de contrat sur contrôle de QRV. La résolution de déployer le mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique ainsi que la caractérisation environnementale des sites de phase 1 pour les travaux de réfection complète des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame à l'entreprise groupe GEOS pour la somme de 41 391 incluant les taxes, d'autoriser l'affectation temporaire de ces dépenses en même supplémentairement affectées en attendant l'adoption du règlement décrétant les dépenses en pour la réalisation de ces travaux. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Ouais. Quelqu'un est contre? Alors, 7.2, octroi de mandat de service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans et devis pour le projet d'augmentation de la capacité du canal de l'alimentation des grains de production de l'usine à filtration. Donc, le projet de la ville de procéder aux travaux d'augmentation de la capacité du canal d'alimentation des trains de production de l'usine de filtration. Donc, il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans et devis. Considérant la proposition reçue de l'entreprise Standec Expert Conseil Limité, considérant qu'en vertu du règlement numéro 578 sur la gestion contractuelle de la ville de contrat sur le projet agréé. Donc, la résolution d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans de devis pour le projet d'augmentation de la capacité du canal d'alimentation des trains de production à l'usine de filtration. Le Standec Expert Conseil pour la somme de 68 979,25. Donc, d'autoriser l'affectation temporaire de cette dépense à le surtout autrement affecté de la ville en attendant l'adoption du règlement d'emprunt décrétant de dépenses et d'emprunt pour la réalisation de ces trains. Merci. Un proposeur. Je propose. M. Bernard. Quelqu'un est contre? Alors, 7.3, octroi du contrat pour la fabrication et la construction d'une stèle identitaire à l'entrée de la ville. Considérant le projet de la ville d'aménager une nouvelle stèle identitaire à l'entrée de la ville, considérant la proposition qui a été reçue par l'entreprise Tremblay Ménard Lettrage 5, considérant qu'en vertu du règlement numéro B578 sur la gestion contractuelle de la ville, le contrat sur contrat déréglé. Donc, la résolution d'octroyer le contrat pour la fabrication et la construction d'une stèle identitaire à l'entrée de la ville à l'entreprise Tremblay Ménard Lettrage 5 pour un montant de 107 283,17 incluant les taxes applicables. Donc, d'autoriser cette dépense pour amener le poste budgétaire à la compte générale. Je propose. Merci, Mme Lé. Quelqu'un d'autre? Alors, 7.4, approbation de directive de changement de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle de la construction de la caserne de service de sécurité d'incendie.
Considérant que le règlement de gestion contractuelle de la ville adopté en vertu de l'article 773.3.2 de la loi sur les cités des villes, considérant la procédure de modification des contrats prévus à l'article 9 de ce règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet cité chaude. Donc, la résolution que le Conseil approuve la modification directive de changement du contrat suivant, donc c'est le contrat de reconstruction de la caserne du service syndical et incendie. Donc, la modification est l'ajout d'un écran architectural autour des équipements mécaniques à l'arrière de la caserne, donc génératrice et réservoir de propane, soit l'ajout d'une clôture d'implantation de la directive A05, qui est l'objet de recommandation du CCU, donc le coût impliqué 29 234,12. C'est pas pour là. Je propose. Je te d'accord. Alors, 7.5, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel pour la surveillance supplémentaire pour les divers aspects de la reconstruction de la caserne de service de sécurité d'incendie. Même chose c'est dans le règlement de gestion contractuelle de la ville. Donc, le Conseil a pris connaissance pour rapport au comité formé en vertu de ce règlement. Donc, le Conseil approuve la modification directive de changement du contrat suivant. Donc, c'est pour la caserne aussi, mais c'est un mandat de service professionnel pour la surveillance supplémentaire pour différents aspects de la reconstruction de la caserne, du service de sécurité incendie. C'est des honoraires de surveillance supplémentaire pour différents aspects du bâtiment, donc là, la toiture, les parapets, l'enveloppe ainsi que les arbres à port sous dalle. Donc, le coût impliqué peut être 25 000 incluant les taxes. Je propose. Merci, Mme Bouchard. Réponse. Ensuite, on complète les points numéro 7. Donc, on sait maintenant au point numéro 8, on connaît le développement économique. Alors, 8.1, il y a lieu d'un honneur autoriser le remplacement de fenêtres et travaux de restauration de la façade du bâtiment situé au 369 rue Notre-Dame. Alors, considérant la demande de permis numéro 2024-0106 a été déposée à la ville de Donnacona, considérant que cette demande vise à autoriser des travaux extérieurs de rénovation sur le bâtiment situé au 369 rue Notre-Dame, soit le remplacement de 7 fenêtres en bois pour de l'aluminium et PVC noir, ainsi que la restauration de plusieurs éléments de revêtement extérieur, comme la brique et les joints de maçonnerie. Comme ça, que les meubles faisant partie de la présente demande est située dans la zone CB5. Et considérant que les meubles faisant l'objet de la présente demande a été répertoriés dans la base de données patrimoniales réalisée par la MRC de Port-Neuf, et considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2024-0106 et la réalisation des travaux prochains. Je la propose. Je propose. D'accord. Alors, le point 2. Et entrée de la ville des espaces commerciaux, autoriser le réaménagement de la terrasse et des travaux de rénovation majeure de la façade avant du bâtiment commercial situé au 240-246 sur route 138. En considérant la demande de permis numéro 2024-01-012 a été déposée à la ville, considérant que cette demande vise à autoriser le réaménagement de la terrasse d'un des restaurants et d'autres travaux majeurs de rénovation de la façade avant pour moderniser et rafraîchir celle-ci sur le bâtiment situé au 240-246 route 138. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C8. Considérant que les membres du comité consultatif de la ville jugent que le projet présenté est en grande partie conforme au projet et aux critères applicables de la réclamation sur le PIA dans le secteur de l'entrée de la ville et des espaces commerciaux. Et considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement le projet, alors la résolution et d'approuver conditionnellement le projet de présenter dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2024-01-012 et la réalisation des travaux projetés tout en exigeant du requérant que les murs de briques, le mur de briques de gauche n'est pas visé par les travaux, soit aussi peint ou trait en blanc, comme les autres façades, comme le recommande le CCU. Alors, je vous en ai proposé. Je propose.
Personne contre. Alors, 8.3, puis le secteur de l'ensemble historique des écureuils, autoriser les travaux de rénovation de la façade avant du pavillon des écureuils, situé au 984 rue Notre-Dame. Donc, on serait la demande de permis numéro 2023-0305 a été déposée à la Ville. Il considère que cette demande vise à autoriser la rénovation complète de la façade avant du pavillon des écureuils, situé au 984 rue Notre-Dame. Il considère que le requérant soumet 2 nouvelles propositions adaptées aux recommandations formulées par le CCU. Concernant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone M4. Concernant que les membres du CCU jugent que le projet présenté soit la proposition 1 est maintenant conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation sur les PIA dans le secteur de l'ensemble historique de les écureuils. Et considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande sur la présentation numéro 1 afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0305 et la réalisation des projets, des travaux projetés. Alors, je vous ai proposé. Je propose. Demande. Quelqu'un est contre? Alors, 8.4, PIA Vieux-de-Lacona a autorisé le remplacement de fenêtres et la réfection partielle du revêtement extérieur du bâtiment 225-233 avenue Jean-Cartier. Alors, considérant la demande de permis numéro 2024-01-0140 a été déposée à la Ville, considérant que cette demande vise à autoriser de nouveaux travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 225-233 avenue Jean-Cartier à Donnacona, soit le remplacement de 4 fenêtres sur 2 façades et le remplacement d'une section de revêtement extérieur sur la partie arrière gauche de ce dernier. Considérant que le permis précédent numéro 2024-0047 qui visait à remplacer d'autres fenêtres a été autorisé par le conseil municipal et que ce dernier a alors rappelé aux propriétaires que cet immeuble est situé dans une zone d'intérêt où les interventions sont contrôlées par leur qualité architecturale et lorsque la façade avant devrait être retouchée par des travaux de rénovation, des apports additionnels devront être exigés pour valoriser celle-ci et les caractéristiques du bâtiment. Donc, ce sont les caractéristiques du bâtiment. Concernant les meubles faisant l'objet de la présente demande située dans la zone CB2, concernant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est que le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2024-0140 et la réalisation des femmes. Je propose. D'accord. Alors, 8.5, intervention à proximité d'un talus, autoriser la reconstruction d'un bâtiment résidentiel dans une bande de protection applicable à la base d'un talus, soit au 804 rue Notre-Dame. La demande a été formulée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2024-0141 a été déposée à la Ville, conformément au règlement. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA21. Considérant que le règlement de zonage B 539 prévoit que lorsque les interventions interdites doivent être réalisées dans un talus appartenant ou à proximité de celui-ci, le requérant doit fournir divers renseignements et respecter certaines conditions afin de procéder aux travaux et que le comité doit alors analyser la demande et formuler une recommandation au conseil municipal. Considérant que l'expertise géotechnique préparée par un expert indépendant, soit M. Raymond Chéneau, ingénieur, confirme l'absence de risque pour la stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés, que ce dernier présente des recommandations précises et nécessaires pour aider le requérant et assurer la sécurité du talus pour son futur bâtiment. Considérant que le CCI recommande au conseil municipal d'approuver le projet et de présenter la demande afin de permettre l'émission du permis 2024-0041. Alors, la résolution est d'approuver le projet dans la demande est d'autoriser l'émission du permis numéro 2024-041 et la réalisation des travaux prochains. Je vous ai proposé. Je propose. D'accord.
Alors, 8.6, demande de dérogation mineure numéro 2024-009 pour 203-207 rue Notre-Dame. On constate que la demande de permis 2024-045 a été formulée à la ville afin d'autoriser des travaux intérieurs de rénovation pour l'aménagement de logements intégrés dérogatoires au rez-de-chaussée du bâtiment commercial situé au 203-207 rue Notre-Dame et que le requérant avait fourni de 3 propositions qui avaient l'objet de refus dans le conseil municipal et que le requérant sur la nouvelle proposition. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-009 modifiée en même temps pour le but d'autoriser un logement intégré de superficie résidentielle totale supérieure au rez-de-chaussée représentant 46% de celui-ci et d'un pourcentage plus élevé que 40% maximal prescrit par la superficie du plancher dédié à la fonction résidentielle au rez-de-chaussée. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, ceci ne porterait pas atteinte directement à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, mais ne posera pas non plus nécessairement de préjudice au demandeur s'il n'est pas accordé et ne respecte pas certains critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Considérant que le CCU recommande au conseil de refuser la demande. Bon. Voilà. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2024-009 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 25 juin prochain. Ça va? OK. Alors, je vous ai ma proposition. Alors, 8.7, demande de dérogation mineure numéro 2024-019 pour la rue Lortie. Concernant la demande de dérogation mineure, faite aperçue à la ville, considérant qu'une demande de permis 2024-0142 a été formulée à la ville afin d'autoriser l'aménagement d'une deuxième allée d'accès sur la propriété située au 326 rue Lortie. Concernant la demande de dérogation mineure 2024-019 vise à autoriser l'aménagement d'une deuxième allée d'accès sur le terrain dont la ligne avant est inférieure à 30 mètres au lieu du maximum exigé dans le code. Comme ça, le CCU recommande d'approuver la demande. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2024-019 et de fixer également à 19h le 25 juin la consultation de la proposition. Que propose? Aucun contre. Le point B, demande de dérogation mineure 2024-020 au 300 rue de l'Église. Le conseil de la demande vise à autoriser, pour des raisons de sécurité publique et de maintien des services offerts en situation de panne électrique ou d'urgence, une génératrice sur une dalle de béton en façade de l'aréna située au 300 rue de l'Église, malgré que ce type d'équipement ne nécessite pas de permis ou de certificat d'autorisation. Concernant la demande de dérogation mineure 2024-020 vise à l'installation d'une génératrice sur une dalle de béton en cours avant, au lieu d'être implanté uniquement en cours latéral ou arrière, comme le prévoit la réglementation, et 2, à une distance de 4,6 mètres du bâtiment principal, au lieu du maximum de 1,5 comme prescrit. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure, numéro 2024-00, correction 020, telle que présentée tout en exigeant au requérant l'ajout d'un écran végétal suffisamment dense, ou bien camoufler celle-ci, et pratique pour faciliter l'entretien de cet équipement spécialisé, comme l'annonce le procédé. Le procédé verbal de la réponse ici du 16 mai dernier. Alors, la résolution est de recevoir la dérogation mineure 2024-020 et de fixer l'Assemblée publique de consultation à 19h le 25 juin prochain. Un pour vous. Alors, 8.9, demande de dérogation mineure 2024-21 au 542 de l'avenue de Jacques-Cartier. Concernant la demande de dérogation mineure énoncée, elle est déposée à la ville, considérant que cette demande de dérogation mineure a été formulée afin de rendre conforme
la marge de recul latérale dérogatoire de la d'auto du bâtiment principal dans le cadre de la vente de la résidence. Comprenant que cette demande de dérogation mineure vise à rendre conforme 1. La marge de recul latérale gauche inférieure à l'abri d'auto annexée au bâtiment principal et relevée par un apporteur à 1,7 m au lieu du minimum exigé est de 2 mètres. 2. La distance de l'avant-toit de la ligne latérale du terrain de 1,18 m au lieu du minimum de 1,5 comme prescrit. Et la somme des marges de recul latérale mesurée est de 4,89 au lieu de 5 comme autorisé. Constate que ceci recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2024-021 et l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande, à titre d'avoir également le 25 juin prochain. Je propose. D'accord. Dans le cadre. 8.10, demande de dérogation mineure numéro 2024-022 ou 290 avenue Saint-Joseph. Considérant que la demande de dérogation 2024-022 vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment d'agrément, soit la construction d'un gazebo avec un toit permanent annexé en cours arrière de la propriété située au 290 Saint-Joseph. Considérant que la demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser la construction d'un gazebo à un toit permanent annexé d'une superficie totale supérieure à 33,11 mètres carrés au lieu du maximum de 20 mètres carrés comme précisé. Pour un bâtiment d'agrément implanté sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés et 2 à une distance de 2,59 mètres du cabanon existant au lieu du minimum de 3 mètres exigé entre les deux bâtiments accessoires. Sans que CETI recommande d'approuver conditionnellement la demande. Alors, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2024-022 et de fixer également la consultation publique à 17h le 25 juin prochain. Je propose. On applique. Alors, ceci complète les points numéro 8, point numéro 9, ressources humaines. Les 4 prochains points ont été expliqués par Maître Gignac. Alors, 9.1, embauche des employés étudiants du camp de jour pour la période estivale 2024, soit des moniteurs et accompagnateurs de camp de jour. Maître Gignac. Donc, considérant que c'est procéder à l'embauche des étudiants pour les besoins du camp de jour pour la période estivale 2024, on constate que les membres du comité, après la tenue des entrevues de délibération pour choisir les candidats, ont retenu les candidatures suivantes. Je vous fais grâce de la liste complète des moniteurs, mais les moniteurs et accompagnateurs qui sont identifiés dans le dernier de 4 jours ainsi que leur salaire. Donc, la résolution confirme l'embauche des candidats énumérés dans la résolution pour la période estivale 2024 pour les besoins du camp de jour de la ville. Donc, les conditions de travail sont celles déterminées par la ville pour chacun de ces postes. C'est un proposant. Je propose. Alors, 9.2, cette fois-ci, c'est l'embauche des employés étudiants du camp de jour pour la période estivale 2024. Voici, c'est les aides de moniteurs. C'est la première était pour les moniteurs et les moniteurs accompagnateurs, la seconde pour les aides moniteurs. Donc, même chose ici, là, les besoins pour le camp de jour pour la période estivale. Vous avez la recommandation d'embauche au niveau de la liste des candidatures candidatées par le comité avec leur énumération. Donc, la résolution là, est de confirmer l'embauche des candidats qui sont énumérés pour la période estivale 2024 pour les besoins du camp de jour. Les conditions de travail sont déterminées par la ville pour chacun de ces postes. Je propose. Maintenant, 9.3, embauche de préventionniste au service de l'urbanisme pour la période estivale 2024. C'est nécessaire de procéder à l'embauche d'un préventionniste au service d'urbanisme pour les besoins de ce service pour la période estivale 2024. On considère la recommandation d'embauche du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique
La résolution procédait à l'embauche de M. Olivier Germain, un poste de préventionniste au service de vente, ce type d'employé étudiant. Les conditions de travail sont celui celles déterminées par la loi pour ce poste et la rémunération fixée avec le de la Je propose, super. L'année passée. Ça. Alors, 9.4, embauche d'un étudiant en géomatique pour la période estivale 2024. Il y avait soit procédé à l'embauche d'un étudiant en géomatique pour la estivale 2024 pour les personnels du service des travaux publics, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics. Donc, les autres procédaient à l'embauche de M. Mohamed Elamine Slimani au poste d'étudiant en géomatique pour la période estivale 2024. Les conditions de travail sont fixées par la ville pour le poste. La rémunération était de 19,64 $, et la date d'entrée en fonction était le 23 mai. Je propose. Alors, ceci complète les points numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, entente de partenariat publicitaire avec la radio Choc FM 88.7 pour une durée de 3 ans. Alors, concernant la proposition de partenariat avec la station de radio, concernant que le Conseil juge opportun de conclure un partenariat publicitaire d'une durée de 3 ans. Alors, la résolution que le Conseil municipal autorise la conclusion d'un partenariat publicitaire entre la ville de Donnacona et la radio Choc FM 88.7 pour un montant de 1 500 $ par année pour une durée de 3 ans et d'autoriser cette dépense à même au poste budgétaire. J'ai la proposition. Alors, point numéro 11, deuxième période de questions. Bravo. Elle m'aurait spécifié que le 2 mois, elle est absentée. La madame qui a présenté son rapport financier, elle a répondu aux questions publiques. Aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à propos de l'ouvroir va déménager, disons, il m'a parlé de la MRC de Port-Neuf qui était dans le dossier. Tu vois ça? Oui. C'est quoi qui bloque? C'est quoi qui. Pourquoi que la MRC est dans le dossier? Ben, je ne veux pas répondre pour le préfet, mais la MRC a décidé qu'il croyait que c'était la chose régionale et non, ça s'appelle le qu'ils ont fait pour celle de Saint-Marc et celle de Saint-Raymond. La MRC a aidé financièrement pour les deux. Ils voyaient que c'était un rayonnement, pas seulement pour la ville de Donnacona, mais un rayonnement qui était plus régional. En fin de compte, vous avez voté un règlement, je pense, pour aider le voir déménager, c'est ça? Ici à Donnacona. C'est pas un règlement sur l'aide financière. De l'aide financière. L'aide financière, oui, c'est ça. Oui. Vous avez voté. Puis là, la MRC, eux autres, ils préfèrent que ce soit les gens qui s'en occupent, quoi. Non, la MRC, c'est une aide financière également. OK. En fin de compte, ils ne bloquent rien, la MRC. Absolument pas. Ils veulent donner une aide financière ici pour le déménagement. Oui. Ah, OK. Je ne veux pas l'annoncer parce que je ne suis pas sûr si voir si c'est déjà le montant, fait que je ne peux pas vous dire, même si je le dis, je vous dirai rien. La même personne m'a parlé de l'ancien décoration pierre. Il est question de faire un stationnement. Est-ce que tu? Ça serait fun. OK. Présentement, non, il n'y a pas eu de question d'aucun projet. C'est encore le même propriétaire là, qui ne répond pas M. Dulu. Nous le prenez. Ben, c'est une information que j'ai eue d'une tierce personne. Donc, on peut justement vérifier le bien fondé de cette information-là. Il y a toutes sortes de rumeurs de vocations qui circulent concernant ce stationnement-là. Bon, et la ville, pour l'instant, Une de plus. c'est ça. C'est ça. Ah, parfait. Là, on ne sait pas du budget de 2024, en décembre, je pense. Je me suis rencontré de madame, puis tout bonnement, j'ai dit, à titre d'information, qu'on va avoir une augmentation de 3,90% de taxes en 2024. La madame, elle m'a dit,
on paye donc bien cher de taxes à Donnacona. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait qu'il est resté à Cap Santé. La madame, ça fait 10 ans, 12 ans qu'elle reste à Donnacona, mais elle ne restait pas à Cap Santé avant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, ça, c'est On paye cher de taxes à Donnacona. Mais c'est pas, on n'est Moi, pas je si faire m'intéresse à l'ensemble du conseil. on n'est pas si faire une séance de discussion de qu'est-ce qu'on en pense. Non, il n'y a pas rapport. Ben, c'est pas une question, je trouve que ce qu'on en pense, je pense que ça a été voté, ça a été réglé, mais on est tous comme toutes les autres municipalités ou les autres citoyens. Nous aussi, lorsqu'on fait, on achète des matériaux, on le paye aussi, on a une augmentation de notre côté aussi, les services augmentent aussi, les salaires augmentent aussi. Je veux dire, on n'est pas à l'abri, mais je pense qu'à 3,9, là, on est quand même très, très, très raisonnable si je me compare à beaucoup d'autres municipalités. OK. Oui, suite à ça, là, ça m'a aiguisé, mettons, ma curiosité, sa question à madame. Moi, j'ai fait une étude comparative. J'ai pris 4 villes. Saint-Raymond, Pont-Rouge, Donnacona, Cap-Santé. Puis, pour une maison de 275 000 $. En fin de compte, là, les chiffres que je vais vous donner, là, c'est à la centaine près. À Saint-Raymond, ça coûte 2300 pour une maison de 275 000 $. À Saint-Raymond, ça coûte 2300 $. À Pont-Rouge, ça coûte 2900. À Donnacona, 3000. Puis à Cap-Santé, 3100. Il y a 700 $ de différence pour une maison de 275 000 $ entre Saint-Raymond et Donnacona. C'est quoi vous pouvez répondre à ça? Ben, moi, je vais répondre en partie. Premièrement, la ville de Donnacona, il y a quelques années, a décidé d'avoir un service de travaux publics qui font le déneigement. On le fait nous-mêmes. Alors, c'est sûr que c'est des frais de plus. Tandis qu'à Saint-Raymond, on compare avec Saint-Raymond, eux autres, ils vont en soumission toutes les années. Je peux vous dire que cette année, lorsqu'on a demandé des soumissions, il n'y a personne qui a soumissionné à Saint-Raymond pour le faire le déneigement. Et là, ils sont tournés de bord, ils sont tournés vers nous autres, et on a demandé comment c'est nous autres, de la façon qu'on fonctionnait. Et ils pensaient acheter de l'équipement parce qu'eux aussi, présentement, s'il n'y a pas de soumissionnaire, ben, ils n'ont pas d'équipement de déneigement. Une autre chose aussi qui fait une différence avec Saint-Raymond et Pont-Rouge, nous, on a une usine de filtration d'eau. Saint-Raymond, il n'y en a pas. Pont-Rouge, il n'y en a pas. Nous autres, on a une usine de filtration, on a du personnel qui travaille. Ça, c'est une décision aussi qui fait qu'il y a une différence aussi dans le service. Ici également, on a une cour municipale qu'on dessert. Le juge, il fait partie de notre masse salariale. Que Pont-Rouge n'a pas. Les autres municipalités payent des codes part. Oui, mais globalement, le salaire du juge et l'autre, puis il ne travaille pas à 25 $ à l'heure, le juge, là. Mais ça fait partie de notre masse salariale. Alors, c'est sur notre budget également, il fait des différences aussi, là. J'ai comparé Saint-Raymond et Donnacona. Il y a 3 facteurs, en fin de compte, qui fait que 700 $ de différence. Il y a la masse salariale. La masse salariale, là, à Saint-Raymond, c'est 27 % du budget qui va à la masse salariale. À Donnacona, c'est 41 %. La piscine, ça leur coûte, ils ont une entente avec Pont-Rouge, ça leur coûte 40 000 $ par année. Ici, à Donnacona, seulement pour la garder en vie, la piscine, ça coûte 1 059 000. Puis, troisièmement, la dette. Tantôt, je parlais de la dette. Là. La madame elle trouve que notre dette est incorrecte. Là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que rendu à 15 600 000, c'est plus que Saint-Raymond. Saint-Raymond, il y a 50 % de plus de population pour la payer, la dette. Mais si j'avais la veille avec moi, je comparais avec les autres villes, comme tantôt, vous nous avez comparé avec la santé, je vous comparais avec Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, qui n'est pas exactement la même population que nous autres. Et puis les autres, les endettements, c'est 27 % au lieu de 15 %. Des fois, mais comme vous avez dit, sur l'impôt, que j'ai oublié d'ajouter tantôt, nous, on a un centre aquatique de plus. Oui, c'est un service qu'on donne en plus aux municipalités en 3 ans. On a une entente avec Neuville, on a une entente avec Saint-Basile,
On va reprendre l'entente avec la Cap Santé, puis ça sera pas, c'est une question de temps. On subventionne tout ce beau monde-là, en fait. Ben, une ville qui a des services, on appelle ça une ville de centralité. Il ne faut pas s'attendre à faire de l'argent parce qu'on fait, on offre des services. Ça, c'est primordial, je peux dire. Le but, c'est sûr qu'il ne faut pas. Cap Santé, là, qui passe pour les problèmes qui vont là, en fin de compte. Il n'y a rien que 108 $ de différence entre Cap Santé pour une maison de 275 000 $. Ça veut dire que nous autres, à Donnacona, on a un avantage concurrentiel sur toutes les municipalités. Je veux dire que les autres n'ont pas. C'est les tenants lieu de taxes. Qu'est-ce que les gouvernements payent en frais de taxes sur les édifices publics, là, dans la prison, les écoles, là, on a pour 1 975 000 $. À Cap Santé, non, 120 000 $. À Pont-Rouge, non, même pas pour 400 000 $. Puis à Saint-Raymond, on n'en a même pas pour 600 000 $. Ça, c'est un avantage concurrentiel énorme qu'on a, je veux dire, versus les autres municipalités. Ça ne paraît pas sous forme de taxe. Ça paraît pas. C'est bon, merci. Monsieur le Président. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, M. Barthet? Oui. Une dette, ce n'est pas nécessairement toujours négatif non plus, parce que je veux dire, ça veut dire qu'on renouvelle nos équipements. Puis peut-être que d'autres municipalités, dans 2 ou 3 ans, ont plusieurs infrastructures, plusieurs équipements à acheter, puis là, leur dette va augmenter aussi considérablement. Les immobilisations 2023, 2024, 2025, 2026, là, ils vont rajouter 10 millions supplémentaires à la dette nette de la ville. Oui, monsieur. Pas négatif. Donnacona a de très bons services. Je peux le souligner au niveau de la voirie, particulièrement. Je pense qu'on peut se réjouir des services qu'on a. Une ville bien entretenue, donc on paye des taxes, mais on a des bons services. J'ai une question à poser, mais il n'y a pas de sous-entendu à ma question. On a un problème quand on essaie d'assister aux séances du conseil, la participation citoyenne, etc. Mais on a l'information toujours en retard, de sorte que pour poser des questions, il faut attendre, peut-être lire le procès verbal. En tout cas, il y a une question que, mettons ce soir, là, vous avez ajouté des services professionnels de surveillance. Ça dit que je ne peux pas le formuler comme je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui justifie que ce qu'il y avait déjà comme surveillance des travaux est insuffisant et qu'il faille ajouter de nouvelles responsabilités sur. Il y a de la surveillance supplémentaire qui a été demandée dans le cadre de ce projet-là. C'est un choix qui a été fait par la ville, par les services techniques. On a vécu des problématiques avec le centre aquatique, notamment les parapluies et la toiture, problématiques qui ne sont pas encore tous réglées. Donc, il y a un choix qui a été fait de faire de la surveillance. À un moment donné, les services techniques identifient un nombre d'heures de surveillance pour certains aspects. Là. On peut pas avoir une surveillance en continu sur un chantier. Évidemment, il y a une question d'analyse de coût. Et dans ce cas-là, il a été jugé opportun d'avoir de la surveillance supplémentaire pour certains aspects, notamment les parapluies pour lesquels on a eu des problématiques au centre aquatique. Et donc, c'est de la surveillance supplémentaire. Et pour la caserne? Oui, pour la caserne. Mais on a, comme je vous dis, on a vécu des problématiques de construction au niveau du centre aquatique. Là, il a été jugé par les services techniques opportuns d'avoir de la surveillance supplémentaire, de donner un mandat de surveillance supplémentaire pour certains aspects du bâtiment de la caserne, pour éviter d'avoir. J'en conclus que le contrat de surveillance est normal dans une construction comme ça, que vous avez donné à des ingénieurs ou à des architectes ou à je ne sais pas trop qui, et vous ne leur faites pas suffisamment confiance
pour faire la surveillance, de telle sorte que vous avez besoin d'ajouter de la surveillance. Ça n'a rien à voir avec une question de confiance. Comme je vous dis, il y a un ratio de surveillance. Il ne peut pas y avoir de surveillance en continu sur un chantier, sinon les frais de surveillance seraient trop élevés. Donc, il y a des moments clés, il y a de la surveillance. Il y a une surveillance de base, on peut dire, dans un mandat de service professionnel. On peut en ajouter à l'infini si on veut. Évidemment, il y a un coût à ça. Là, il y a un choix qui a été fait, c'est d'avoir certaines surveillances pour certains éléments. Je parlais des parapets, de la toiture, là, il y a différents éléments qui ont été le porteur par les services techniques financiers. Donc, c'est de la surveillance supplémentaire. Une fois que la ville fait d'avoir plus d'heures de surveillance. Comme je dis, il n'y a pas un surveillant en continu sur un chantier, il y en a différents détails. D'avoir plus de surveillance pour certains aspects. Vous admettez qu'on peut poser une question? Ouais. Parce que du mieux possible, mais je suis un peu des services techniques qui est choisi par la ville. Voilà. Oui, mais c'est un conseil, un chose du conseil. Parce que y a la loi qui protège, qui vise à protéger les élus municipaux contre des intervenants qui sont trop agressifs. Je ne me constate pas de ceux-là. La loi n'est pas passée encore. C'est encore le temps. C'est encore le temps de? C'est encore le temps. C'est agressif. Ça ne me semble pas d'être agressif. Mais la loi, c'est aussi les intervenants qui sont intervenus, pas très fort en français, craignent pour la démocratie, craignent que les citoyens ne puissent pas intervenir aussi aisément. J'espère que ce n'est pas ici, c'est pas le cas du conseil ici, qu'on pourra toujours intervenir et que ça ne soit pas perçu comme dérangeant le fait qu'on puisse poser des questions. Les interventions sont polies et respectueuses des individus ici. C'est démocratique, tout le monde peut intervenir. On a fait face à des gens qui étaient agressifs et qui étaient inquiétants pour notre sécurité. Et vous n'êtes pas... Je ne suis pas, j'espère. Pardon? Je ne suis pas, j'espère. Non, pas vraiment. Je termine avec des choses de granola un peu. Est-ce que le défi pissenlit, ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que la ville est intéressée par ce défi pissenlit? On fait partie du défi. OK. Oui. Donc, en face de l'école secondaire, ce n'est pas la ville qui s'occupe de tondre le terrain, c'est plus un compteur qui appartient. Oui, c'est plus. Même sur la partie de la ville. Non, en avant de l'école, ça fait partie du service scolaire. Okay. Fait que dans la seule partie que la ville a, c'est le petit carré de fond. Donc, on ne tombe pas les gazons de la ville tant que les pissenlits sont actifs. Non, pas tous les terrains. On a seulement qu'on a identifié les autres, les bacs, on faut les tendre. On ne peut pas laisser aller les bacs. Nos terrains de jeu, nos terrains de sport, on ne peut pas les laisser aller. Si sans ça, on les perd vraiment pour l'année si on n'entretient trop. Il y en a un qui est identifié, je ne me souviens pas c'est quel. L'usine de pompage. C'est l'usine de pompage. OK. Oui. On pourrait faire une sensibilisation citoyenne aussi. Moi, que je n'ai pas tourné mon gazon du mois de mai, c'était pas beau à voir, j'avais. Mais les gens c'est communiqué. C'est La participation des filles sans lit est communiquée à chaque année. Oui. Absolument, c'est pas granola, je suis responsable. C'est l'intérieur, c'est la caserne, je pense que quand la ville développe les rues, il y a toujours des arbres plantés, c'est quoi le. Oui, avec la biodiversité, on a à cœur. Super. Merci. Alors, on va passer au numéro 12, affaires nouvelles. Alors, 12.1, félicitations à la table de concertation des années Port-Neuf et à Carrefour Jeunesse Emploi Port-Neuf. Alors, concernant la table de concertation des années et Carrefour Jeunesse Port-Neuf Emploi se sont vu décerner comme ça le prix provincial coup de cœur pour le projet intergénérationnel Mon histoire en héritage par Intergénération Québec lors de son sommet Ensemble pour une société de tout âge.
Considérant que le projet Mon histoire en héritage a été retenu par 99 projets et initiatives présentées lors de ce concours. Alors, la résolution est de féliciter la table de concertation des aînés de Port-Neuf et Carrefour Jeunesse Emploi Port-Neuf pour le projet intergénérationnel Mon histoire en héritage, ainsi que pour le prix coup de cœur reçu d'Intergénération Québec lors de son sommet Ensemble pour une société de tout âge. Je le propose. Je propose. Quel compte? Alors, point numéro 12.2, félicitations à M. Carl Pelletier pour l'obtention de ses qualifications en vue du 44e édition du US Open Senior. Alors, considérant que M. Carl Pelletier est originaire et demeure toujours à Donnacona, considérant que M. Pelletier fait partie des golfeurs élites du Québec, considérant que M. Pelletier agit en titre de professionnel au club de golf du lac Saint-Joseph, considérant que M. Pelletier a offert une brillante performance parmi 3100 joueurs à passer par la ronde de qualification pour le US Open Senior. Considérant que M. Pelletier a réussi l'exploit le 21 mai dernier à devenir le premier Québécois à obtenir son laissez-passer pour participer à la 44e édition du US Open Senior qui aura lieu en juin à Rhode Island. Alors, la résolution que le Conseil municipal félicite et exprime sa grande fierté à M. Carl Pelletier pour l'obtention de sa qualification en vue du 44e édition du US Open Senior. Donc, Je propose. merci, Mme Lambert. Alors, 12.3, l'engagement de la Ville de Donnacona à élaborer un plan de gestion des actifs en eau. En pensant que la Ville de Donnacona reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer la durabilité à long terme. En pensant que les actifs, les gestions des actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour le maintien des actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs, le PGA, contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau des services contenus. Pensant que la Ville a pris connaissance du guide relatif du PGA du ministère ainsi que des outils à faire avec lesquels comprend chaque partie constitue le PGA. Alors, la résolution est d'élaborer et de mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales de l'application au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire du PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Alors, je vous en proposeur. Je propose. Alors, si on complète les points numéro 12, point numéro 13, dépôt des documents, 13.1. Dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour 2023. C'est seulement un dépôt. 10.2, le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses du 30 avril 2024. C'est également un dépôt. C'est un proposeur pour le lever de la séance. Je propose. Charles. Alors, c'est ce qu'on met la séance de conseil du 27 mai. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée aussi.